Santé Beaujolais-Dombes. L'émission de santé du territoire. 100.9 Calade. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais-Dombes. Vous pouvez retrouver l'émission Santé Beaujolais-Dombes sur le site internet de la Radio Calade ou sur la page Facebook également et également sur le site internet de la CPTS Beaujolais-Dombes. Cette émission est préparée par l'équipe radiophonique de la communauté professionnelle territoriale de santé Beaujolais-Dombes et animée par... Toujours les mêmes. Oui, c'est ça. Alexandra, Bonjour. ça va ? Ça va très bien. Bon, on est déjà parti en fou rire avant le début de l'émission. Je ne vous raconte pas ce que ça va donner après. Marie ? Bonjour à toutes et à tous. Première bafouille, c'est pas moi qui l'ai fait. On va dire ça comme ça. On ne va pas compter celles qui sont passées avant l'émission, mais bon. Sur la partie technique, Amaury, bonjour. Qui est bidonné de rire, mais c'est pas grave. Dans cette émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux maisons de santé. Plus qu'un regroupement de professionnels de santé ou une volonté ministérielle, il s'agit véritablement d'un changement de paradigme sur la façon de soigner. Nous en avons 13 sur notre territoire Beaujolais-Dombes en 2024 et nous faisons référence pour notre dynamisme sur le département du Rhône. Vous le savez, dans cette émission, plusieurs temps. Et on va commencer tout d'abord par faire la différence entre une maison de santé et une maison médicale. Nous aborderons ce qui définit ce regroupement de professionnels de santé et quelles sont leurs singularités dans leur fonctionnement au quotidien. On va poursuivre après nos échanges sur les avantages dont peuvent bénéficier les patients dans leur prise en charge. Nous entendrons également une interview d'une médecin basée sur la maison de santé de Beaujeu. Nous poursuivrons les échanges sur que peuvent avoir des maisons de santé, enfin quel est l'impact que peut avoir une maison de santé sur son territoire en complémentarité avec les CPTS. Et enfin, nous terminerons sur les limites que peuvent connaître ces lieux d'exercice. Pour en parler, alors on accueille plein de monde ce soir dans le studio qui va bientôt être trop petit, donc on va dire au président de Radio Calade de bientôt nous fournir Une chaise. Supplémentairement, tout simplement. Et un micro. Moi, j'étais déjà parti sur un énorme studio, une chaise et un micro. Merci. Pour en parler, donc, nous accueillons Guillaume Daboul. Vous êtes médecin généraliste. Oui, bonjour. Sur la maison de santé de Polygone. Exactement. Bien le bonjour. Bonjour. Marion Darlet. Bonjour. Donc, vous êtes coordinatrice pour les départements du Rhône au sein de la Fédération des maisons de santé en région Rhône-Alpes-Auvergne. Absolument. Donc, simplement pour dire un petit mot sur la FEMASORA, donc la Fédération des maisons de santé en région Rhône-Alpes-Auvergne, vous allez en fait accompagner des professionnels de santé, soit à monter un projet en exercice pluriprofessionnel, ce qu'on appelle pluripro, donc on va l'expliquer un peu après, et vous accompagnez aussi les équipes qui pourraient être en difficulté ou dans le cadre d'un accompagnement un peu plus spécifique dans leur progression. Tout à fait. C'est bien résumé. Voilà. À mon point. Vous connaissez bien. C'est vrai, je connais bien, c'est bizarre. Donc voilà, j'ai tout dit là. Je crois que c'est bon. Bon, donc là, je peux y aller. Allez, c'est parti. Docteur, ah non, mince, on commence par Marion, dites donc. J'ai rien dit. Oui, c'est vrai. Alors Marion, déjà, est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce qui différencie une maison médicale et une maison de santé ? Alors, une maison de santé, d'un côté, on a en fait une équipe de soins primaires. Maison de santé, en fait, le terme est coupé, puisque le label qui est donné par l'Agence régionale de santé, définit en fait des maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont en fait donc une équipe de soins primaires qui va s'occuper du patient de façon coordonnée. Voilà, et on ne parle pas du tout d'un bâtiment. Alors, ça n'empêche pas évidemment les professionnels de santé de se retrouver dans un même bâtiment. Et pour le coup, pour une maison médicale, en général, on parle plutôt d'un bâtiment dans lequel peuvent se regrouper soit des médecins et d'autres professionnels de santé, kinés, infirmiers, mais qui ne s'engagent pas à la base à travailler ensemble et à échanger sur leurs patients. En fait, pour faire simple, ce sont des copropriétaires. Potentiellement, exactement. Ils travaillent côte à côte, mais pas forcément ensemble. Et s'ils ne veulent pas se parler, ils ne se parlent pas. Ils peuvent ne pas se parler du tout. C'est le résumé, voilà. Bon, bien résumé. Donc l'intérêt des maisons de santé, finalement, c'est de construire des projets
Oui, exactement. Alors surtout, en fait, les professionnels de santé vont se coordonner et échanger sur leurs patients. Ils vont se réunir, échanger sur des problèmes soit de prise en charge un peu sociale, soit de prise en charge purement médicale ou paramédicale. Donc on a des infirmiers, des kinésithérapeutes, des médecins, tout un tas de professionnels de santé qui vont échanger sur des problématiques inhérentes à leurs patients. Les maisons de santé ont forcément des médecins? Oui, pour être labellisé maison de santé, il faut à minima 2 médecins généralistes et un paramédical. Donc pas uniquement des médecins, puisqu'on est bien sur une maison de santé pluriprofessionnelle. C'est cadré par la loi, hein. Absolument. Et donc, pour vous, docteur, dans votre maison de santé, comment est né ce projet? Tout d'abord, j'ai l'habitude de dire qu'on était d'abord une équipe et après, on est devenu une maison de santé. Et donc, c'est venu assez naturellement. En fait, on s'est installé chacun de son côté et le réseau s'est maillé de plus en plus. Et après, on a eu envie de construire ensemble ce même lieu, mais aussi de faire ensemble des projets. Et c'est là où est venu à point nommé les maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc en fait, la maison de santé, c'est quand même une initiative des professionnels de santé. Tout à fait, même si on ressent en tout cas une forte incitation de l'ARS et des caisses primaires d'assurance maladie. Ok. C'est-à-dire? Eh bien, il y a des équipes sur le terrain qui viennent directement dans les cabinets des médecins pour leur exposer qu'est-ce qu'une maison de santé. Et de plus en plus, il y a des focus, que ce soit sur Internet par le biais de petites visios, ou alors il y a même des congrès avec des connotations assez portées sur l'exercice coordonné qui se fait. Et on est en plus incité à travailler de façon coordonnée au niveau notamment de la ROSP. La ROSP, c'est la rémunération sur objectifs de santé publique, c'est de l'argent que touchent les médecins en fonction de différents objectifs. Et il y a un des objectifs qui est le fait de travailler de façon coordonnée. Comme on peut avoir des objectifs de mieux traiter certaines problématiques comme le diabète ou d'accueillir des stagiaires et autres. Voilà. Donc vous avez différentes missions alors? De base en tant que médecin Non, dans la maison de santé? Dans les maisons de santé, oui, bien sûr. Et là, parce que le cadre est très très strict, il faut donc, comme le disait Marion, 2 médecins généralistes et un paramédical, afin de pouvoir avoir le socle minimum de la composition. Mais après, il y a des critères. Il faut avoir un système d'information qui soit labellisé. Et puis après, il faut répondre à des missions de santé publique et il faut faire des protocoles de santé. Voilà, il y a toute une série de mesures qui sont écrites noir sur blanc. Et chaque mesure, il y a des mesures qui sont obligatoires, on va dire, pour pouvoir créer la maison de santé. Et puis après, il y a d'autres mesures qui sont là pour avoir plus ou moins de rémunération. En fait, l'idée derrière, c'est que quelque part, c'est un peu... Alors, il n'y a pas de bâton, il n'y a que des carottes. Mais on va essayer d'inciter les professionnels à travailler ensemble par le biais de certaines missions qui vont être plus ou moins rémunérées. Il y a la coordination aussi dans les socles des prérequis pour la maison de santé. Et donc la coordination, en fait, c'est un coordinateur ou une coordinatrice, donc une personne qui va animer l'équipe et qui va permettre aux professionnels de santé de se décharger un petit peu de tout ce travail de coordination, d'animation, et qui permet en fait que les professionnels de santé se concentrent sur leur travail de professionnels de santé et qui va pouvoir leur apporter plein d'idées, plein de projets faits par d'autres maisons de santé qui peuvent éventuellement être mis en place aussi et adaptés évidemment à l'équipe qui est présente sur cette maison de santé. Mais l'idée, c'est vraiment de coopérer toutes les maisons de santé ensemble pour, pourquoi pas, proposer différents projets, faire différentes choses en fonction de l'inspiration et des envies des professionnels de santé. Le coordinateur, il va être là aussi pour être à l'écoute des envies des professionnels et essayer de leur insuffler un peu cette idée de nouveaux projets pour aller plus loin dans la prise en charge du patient que ce que permet le paiement à l'acte, en fait. Concernant les missions, du coup, qui vous sont dédiées, ce sont des missions qui vous sont imposées, que vous choisissez. Est-ce qu'il y a des différences en fonction des thèmes ? Bien, en fait, il y a des thèmes qui sont, on va dire, facilités.
C'est-à-dire Pousser. pousser, voilà. On peut choisir dans certains thèmes qui sont... Et dans ce cas-là, on a une validation, on va dire, plus aisée des protocoles qu'on va mettre en place. Mais on a toujours le droit, si on le souhaite, de faire des protocoles qui ne sont pas listés sur des problématiques qui vont être très personnelles à la maison de santé. Et pour le coup, si on fait quelque chose comme ça, il faut vraiment être très, très carré, exhaustif et rigoureux sur la façon de faire le protocole, ce qui est toujours le but recherché, mais on va dire que ça va vraiment être facilité si on prend des problématiques. Par exemple, l'insuffisance cardiaque, c'est fait partie des choses qui sont vraiment poussées. Mais après, je pense que ce sont des problématiques qui évolueront avec le temps en fonction des ambitions du gouvernement et des protocoles qui sont, comment dirais-je, qui ont vécu, qui ne fonctionnent plus. Et autres. Donc en fait, si j'essaye de comprendre les choses, vous êtes dans une maison de santé, donc vous travaillez en pluripro, vous avez une coordinatrice ou un coordinateur qui est là finalement pour vous aider à faire cette coordination. Excusez-moi, et qui fait partie de la maison de santé ou pas le coordinateur? J'ai pas bien compris. Alors, j'allais y venir justement, ouais. J'étais pas sûre. Et en fait, voilà. Et donc, ce coordinateur va vous aider à faire des protocoles de soins, donc qui va vous permettre de vous fédérer entre vous et d'aller en fait dans une même orientation pour un même patient. Donc, faire de la délégation de tâches, on peut dire ça comme ça. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pour le coup, sur un protocole pluripro, justement, on n'est pas du tout dans la délégation de tâches. Donc, ça veut dire que chaque professionnel reste dans son champ de D'accord. compétences. Ok. Et par contre, la délégation de tâches, on est sur des protocoles de coopération qui sont rarement menés à un niveau purement local. Cela dit, il y a des protocoles locaux de coopération qui sont développés et qui répondent à un besoin local. Par exemple, un afflux de touristes dans les Combrailles ou même dans le Beaujolais en été, des piqûres de tiques qui se développent à fond et du coup un afflux de patients, enfin de personnes qui se font retirer des tiques et au lieu d'aller encombrer les cabinets des médecins pour ça, on peut écrire un protocole de délégation pour que les pharmaciens puissent eux-mêmes enlever les tiques des patients qui se pointeraient directement à la pharmacie. Donc, très bon exemple. Donc, ça veut dire que ça a été validé, j'imagine, par la caisse primaire d'assurance maladie. Par l'ARS. Par l'ARS, d'accord. Et donc, vous allez recevoir, quoi qu'il en soit, par rapport à ce travail, si on prend cet exemple, vous allez recevoir un petit peu d'argent. Oui, enfin, après, on peut dire les choses, c'est même pas mal rémunéré, c'est en dizaines de milliers d'euros. Et, Alors, pour l'enveloppe globale. Pour l'enveloppe Ah globale. oui, parce que là, on est sur Oui, ce parce que cas-là. Sinon, je veux bien retirer plein de tiques. Non. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la somme complète est quand même assez conséquente. Et bien sûr, il y a beaucoup de composantes. Et derrière, il y a aussi beaucoup de travail. Donc, on va dire que tout ça s'entend bien. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand même à la base, c'est que même si on dit qu'on veut travailler ensemble, et si on est habitué à travailler ensemble depuis le début, on travaille toujours ensemble, c'est quand même un petit peu différent de se coordonner. Et c'est là où il y a vraiment un vrai métier qui a émergé. Le coordinateur, c'est une profession qui n'existait pas il y a 10 ans, quoi. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau qui permet vraiment de faire en sorte qu'on travaille mieux ensemble. On est bien d'accord. Et comment va-t-elle être rémunérée, cette personne? Eh bien, justement, ça c'est libre et on bénéficie dans les objectifs d'une rémunération si on a un coordinateur. Et donc, on peut... tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais on va dire qu'on est incité à rémunérer cette personne directement. Donc, c'est la maison de santé pluriprofessionnelle qui rémunère selon un budget qui est décidé par les membres de la CISA, enfin de la maison de santé. Et donc concrètement, par exemple, dans la maison de santé dans laquelle vous êtes, Oui. il y a un coordinateur ou une coordinatrice. Ah, oui, alors nous, il s'avère que dans la nôtre, il y a notre orthophoniste voulait vraiment faire de la coordination. Elle avait cette ambition-là. Et elle a l'ambition, justement, elle se forme parce qu'elle a bien connaissance de ses carences en termes de connaissances, parce qu'elle est orthophoniste. Et donc, elle va faire une formation qui s'appelle Formation Pacte prochainement, afin d'être mieux à même de prendre en charge cette mission. Voilà. Et donc, à ce titre, elle est rémunérée par la maison de santé. Alors, on va peut-être en dire deux mots, mais on va finir peut-être par les financements, enfin sur ce point de financement. Marion, est-ce que vous pouvez nous préciser, donc là il y a eu un point où on a effectivement abordé un protocole de soins qui peut ramener de l'argent, etc. Est-ce qu'il y a des obligations, est-ce qu'il y a des socles pour une maison de santé?
Alors oui, alors d'abord une maison de santé pluripro donc obtient un label par l'ARS qui lui permet derrière de contractualiser possiblement avec l'assurance maladie. Et donc c'est des contrats qui durent pendant 5 ans, renouvelables, et qui permettent d'avoir un financement pérenne. Ce financement, il est calculé en fonction d'un certain nombre d'indicateurs. Parmi les indicateurs socle, donc nécessaire au lancement du financement. Nous avons effectivement donc, le système d'information partagé, comme l'a dit Guillaume. Donc, c'est-à-dire que tous les professionnels de santé ont accès au même logiciel médical et donc ont accès à toute l'information sur le patient. Alors pas toute l'info, puisqu'il y a quand même évidemment des accès différenciés en fonction de la profession. Donc voilà, mais par contre ils ont accès à l'information essentielle sur le patient. Le deuxième socle, c'est la coordination. Donc il faut avoir un coordinateur qui anime l'équipe. Un troisième socle, il faut monter un protocole de situation sanitaire exceptionnelle. Donc évidemment, ça fait suite au Covid, que les équipes de soins coordonnés donc, sont attendues sur cette organisation un peu spécifique en cas de crise. On rappelle aussi que c'est une mission de la CPTS, entre parenthèses. Absolument. Et donc, du coup, les MSP se coordonnent évidemment avec les CPTS. Bien sûr, avec les CPTS. Et puis le quatrième socle, qu'est-ce que j'oublie ? Les réunions de concertation. Alors, ça fait partie de la coordination. Effectivement, dans la coordination, il y a le poste de coordinateur et puis il y a aussi les horaires. Et l'accès aux soins. L'accès aux soins, effectivement, donc qui est du lundi au samedi matin. Alors, c'est ça. Lundi, du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Alors après, il y a des dérogations parce que... Il va y avoir un temps de réponse, je crois que c'est ça, en fait. Ce n'est pas forcément la consultation. Non, c'est ça. Le patient doit savoir comment se retourner si jamais il y a un problème. Et... Santé Beaujolais-Dombes. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter... Santé de Stromae. Merci. C'était facile, là. Oui, c'était facile. En français, tout va bien. Ouais. Merci Alexandra. Aujourd'hui, donc, on s'intéresse aux maisons de santé. Premier temps de la chronique, on a vu un peu la définition entre une maison médicale et une maison de santé. On a vu qu'on se marrait vachement plus dans une maison de santé. Et donc, ça donne envie, hein. Oui. Oui, mais enfin, je résume à minima les choses. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Il y a du lien, de la coordination. J'essaye. Alors, on va passer maintenant à notre deuxième chronique, finalement. Là, du coup, l'enchaînement était plus difficile. Ouais. Merci, Marie. Il n'y a pas de quoi. Pour les patients, ça change quoi d'être en maison de santé, docteur ? Eh bien, déjà, ça permet physiquement, dans un même lieu, d'avoir une offre de soins. Donc, ça leur permet une proximité de ce soin et de ne pas forcément aller courir des kilomètres pour trouver différents professionnels qui, en plus, ont le luxe de travailler ensemble et de se connaître. Et donc, ça permet aussi d'avoir une prise en charge plus globale du patient. Et comme la prise en charge est plus globale, le patient, il est mieux pris en charge. Car les professionnels se parlent entre eux. Il n'y a pas de perte d'information. On gagne en fait en vitesse d'action. S'il faut réagir sur un cas particulier, on peut tout de suite agir ensemble. On peut faire des réunions impromptues, c'est-à-dire autour de la machine à café tout simplement, ou ça peut être une réunion organisée comme on est tenu de le faire. Donc tous les 2 mois, on se réunit pour faire des réunions de concertation pluriprofessionnelle. On va choisir comme cela des cas un petit peu complexes de patients sur lesquels on peut agir ensemble. Et d'ailleurs, il y a des fois des professionnels qui n'ont pas le patient en charge, qui vont pouvoir dire moi je peux faire ça, ou je donne mon avis, et ça enrichit la prise en charge. Donc le patient, il est quand même mieux pris en charge. Ça, c'est vraiment une chose qui est indéniable. Après, au-delà de ça, donc, il y a bien sûr l'organisation du site, c'est-à-dire des horaires plus amples souvent. Les maisons de santé pluriprofessionnelles sont souvent des lieux d'accueil où il y a des étudiants en médecine ou d'autres professions. Je pense étudiants en médecine forcément car je suis médecin, mais donc ça permet de découvrir d'autres professionnels. Souvent, ces professionnels peuvent s'installer partiellement dans les maisons de santé ou assurer les vacances, c'est-à-dire, je parle de vraiment quand les cabinets sont libres. Donc, ça permet aussi d'avoir une continuité de soins. Et enfin, on peut aussi parfois mener certains protocoles de soins où on a des offres en fait atypiques. Par exemple, ça peut être du dépistage, ça peut être aussi des urgences. Voilà. En cas, on a par exemple le SAS, service d'accueil
qui permet de recevoir un patient rapidement, mais très souvent dans les maisons de santé, on peut s'organiser pour en cas d'urgence. Voilà, donc tout ça pour dire que le patient, quand même, ce qui est le plus important, c'est qu'il est mieux pris en charge. En tout cas, c'est ce dont je suis convaincu aujourd'hui. Vous, dans la maison de santé dans laquelle vous êtes plus spécialisé sur de la pédiatrie, c'est ça? On a un axe plutôt femme-enfant. C'est-à-dire, on est parti de la femme, parce qu'on a deux sages-femmes et une gynécologue, donc de la grossesse, avant la grossesse, le suivi et après, et les enfants. Et donc, on a une orientation notamment sur tout ce qui est troubles du neurodéveloppement. On a 2 orthophonistes. Et aussi également sur une prise en charge, on va dire, un peu localisée de l'obésité de l'enfant à travers le REPOP, qui est un réseau de prise en charge des enfants en situation d'obésité. Et donc, on a une diététicienne, on a une kiné qui intervient souvent en lien avec ce réseau, et on a une psychologue qui travaille aussi dans le réseau. Donc voilà. Et puis, il y a aussi la prise en charge, le suivi normal de toute personne, hein, des adultes et des enfants. On n'est pas uniquement sur les enfants et les femmes, mais c'est effectivement notre axe de travail. Et comment vous avez décidé de ça? En fait, c'est venu naturellement parce que moi, j'ai une activité qui est essentiellement pédiatrique. Et donc, autour de moi, mon réseau était essentiellement en lien avec l'enfant. Et donc, comme je vous disais, au début, on était d'abord une équipe, puis après, on est devenu maison de santé. Donc, c'est naturellement qu'on s'est orienté sur ces problématiques de santé. Tout à l'heure, vous expliquiez le fonctionnement un petit peu de la maison de santé. On a l'impression que c'est un peu comme à l'hôpital. Il y a le médecin qui parle à l'infirmière, il y a les kinés qui peuvent passer par là et qui interviennent. Ça ressemble un peu à ça, mais en ville. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un parallèle entre ces deux pratiques? Alors, il y a peut-être un parallèle, dans le sens où, effectivement, on travaille autour d'un même patient. Après, je trouve que souvent, la prise en charge à l'hôpital est presque un petit peu hiérarchique, alors que là, vraiment, on est une équipe et on travaille ensemble. Et il n'y a pas de personne qui décide ou pas. On a chacun notre rôle à jouer, bien sûr, mais... donc je vois vraiment plutôt comme ressens plus le côté équipe que je l'avais à l'hôpital. À l'hôpital, on est forcément une équipe parce qu'on travaille de fait dans un même service, mais il n'y a quand même pas cette ambiance qu'on retrouve. Oui, il y a une hiérarchie, oui. Voilà, là clairement il n'y en a pas de hiérarchie. Donc on travaille Et vous accueillez aussi des étudiants en médecine? Oui, j'ai ce plaisir d'accueillir donc des étudiants qui sont donc des internes et des externes. Les internes, c'est ceux qui sont vraiment à la fin de leurs études de médecine, qui vont devenir médecins généralistes. Et les externes, ils n'ont pas encore fait leur choix de leur spécialité. Donc les externes, c'est en espérant leur montrer que la médecine générale, c'est une spécialité sympa. Et oui, vas-y. Il y a un gros enjeu sur la MSP comme lieu de stage, parce que d'abord, il y a quand même énormément de jeunes qui veulent s'installer en exercice coordonné, qui ont connu l'hôpital pendant leurs études, ce côté travail en équipe, et ça rassure beaucoup d'avoir ce côté équipe à la sortie des études. Et puis, l'air de rien, en maison de santé, on a la possibilité d'aller, pourquoi pas, passer une journée avec un kiné pour voir exactement, pas exactement c'est quoi son travail, parce qu'en une journée, on s'en rend pas compte, mais en tout cas, on commence à toucher un petit peu du doigt à quoi ça ressemble, d'aller passer une journée avec le pharmacien, avec l'infirmière, à faire sa tournée avec elle pour voir les problématiques auxquelles tous ces professionnels sont confrontés. Et c'est quelque chose de très prisé par les professionnels en études, qu'ils soient internes, étudiants infirmiers, étudiants kinés. Et il y a une grosse plus-value à faire un stage en MSP et à faire reconnaître la MSP comme véritable lieu de stage pour tous ces étudiants. Finalement, du coup, les maisons de santé permettent aussi aux nouveaux médecins et aux nouveaux professionnels de santé d'être rassurés vis-à-vis d'une installation future et du coup de priser aussi ces lieux-là comme lieu d'installation pour la suite. Ah oui, tout à fait. Hein. Les étudiants aujourd'hui en médecine, quand on leur parle, très souvent, ils connaissent le mot MSP. Ils disent « moi, je voudrais aller en MSP ». Donc c'est parce que l'installation classique du médecin qui s'installait tout seul, clairement, aujourd'hui, les jeunes médecins, dans leur grande majorité, il y en a toujours pour être un peu différents, ne veulent pas s'installer comme ça. Ils veulent s'installer à plusieurs et en MSP. Donc c'est vraiment qu'on a franchi vraiment un cap. Ils aiment cet exercice coordonné. Et comme il y a de plus en plus d'MSP, de plus en plus de maîtres de stage en MSP, eh bien, ils peuvent goûter à cet exercice. Et je pense qu'une fois qu'on y a goûté, on a envie d'y retourner.
Est-ce que ça vous permet de trouver plus facilement des remplaçants ? Eh bien, toujours. Les étudiants, quand ils viennent, ils reviennent après pour nous remplacer. Donc, c'est un cercle vertueux. Et un remplaçant, parfois à terme, ça devient un collaborateur. Et puis à terme, ça devient aussi un collègue. Et c'est comme ça qu'une maison de santé, elle vit. C'est grâce à la formation et grâce, après, plus tard, je suis encore jeune, j'espère, à la poursuite de l'activité par d'autres médecins qui me suivront, bien sûr. Ce qui est sûr, effectivement, c'est quand une maison de santé a été créée avec un ensemble de professionnels de santé, elle explose. Et elle ne fait qu'exploser. On a peu vu de projets qui capotaient parce que les professionnels se connaissaient avant, etc. Généralement, ça crée une dynamique. Après, moi, je trouve que ce qui est important, si je pouvais résumer ce que vous venez de dire tous les deux, c'est que finalement, par rapport à de l'exercice isolé, parce que je vois par exemple, Marie, où tu es en exercice un peu isolé, enfin vous travaillez en groupe, mais vous êtes en exercice isolé, tu pourrais dire, c'est pas pour ça que je décroche pas mon téléphone et que je téléphone pas aux professionnels de santé. Donc, je crois que c'est un accélérateur. Moi, pour avoir vécu les deux, c'est vrai que c'est un accélérateur. La maison de santé permet d'aller plus vite et de répondre plus facilement quand on est isolé. Bien que je dirais que maintenant, effectivement, nous, la CPTS, on essaye de faire tampon aussi et de donner les bons tuyaux et les bonnes filières pour avoir rapidement une réponse. Donc ça, c'est effectivement important. Est-ce que vous voyez un inconvénient à la maison de santé ? Non. Est-ce que c'était objectif ? Vous ne comptez pas. C'est pas forcément un inconvénient, mais on va dire que il faut apprendre à vivre ensemble aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul. Donc, le facteur humain. Oui, par exemple, il faut que je trie mes déchets dans la poubelle. Ils sont toujours là en train de me dire ça, c'est pas la bonne poubelle. Il faut mettre la. C'est vraiment des vrais terroristes écologiques dans ma maison de santé. Alors, et puis très concrètement, il y a quand même un sujet, c'est que l'immobilier coûte de plus en plus cher et que travailler de façon coordonnée on ne divise pas les charges. En gros, alors on les multiplie pas non plus, mais ça coûte un petit peu plus cher de travailler de façon coordonnée parce que il faut une salle de réunion pour réunir tout le monde parce que on est obligé potentiellement d'avoir plusieurs logiciels médicaux pour partager l'information parce que les logiciels qui sont labellisés pour les maisons de santé ne sont pas forcément adaptés pour tous les paramètres et qui du coup continuent d'avoir leur logiciel adapté à leur activité. Donc c'est très souvent synonyme de coûts supplémentaires. Et donc, forcément, ça peut être un frein. Mais manifestement, vu que c'est quand même un mouvement dynamique, encore aujourd'hui, les jeunes et puis les moins jeunes se dirigent de plus en plus vers l'exercice coordonné. Ça ne les arrête pas, manifestement. Mais effectivement, c'est quand même un sujet important quand on a entre investir dans un cabinet tout seul où en plus on maîtrise et on gère tout seul. Donc faut se mettre d'accord avec soi-même, c'est déjà pas facile, mais alors avec 10 personnes, ça l'est encore moins. Et effectivement, ça, voilà. C'est là où intervient de façon très positive la rémunération des maisons de santé. Elle permet quand même d'amoindrir cet effort financier. Tout à l'heure, on parlait de dizaines de milliers d'euros, mais c'est presque ça que nous coûte aussi le fait de travailler ensemble, le fait de payer des charges en plus pour avoir cette salle de réunion, le fait d'avoir ce système d'information qui est clairement coûteux. Donc tout ça, mis bout à bout, moi je trouve que l'équation est quand même plutôt positive et fait en sorte qu'on arrive quand même à travailler mieux ensemble pour... je ne sais pas si c'est plus cher, mais en tout cas, ça fait un peu plus peur, c'est sûr, initialement, mais je pense que quand on est dans une bonne dynamique, on est vite rassuré et on a envie d'y aller. Santé Beaujolais-Dombes. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter Les Ogres de Solane. On vous rappelle, si vous avez manqué le début de l'émission, venez nous rejoindre en podcast sur le site de Radio Calade ou sur le site internet de la CPTS Beaujolais-Dombes. Aujourd'hui, l'émission, c'est sur les maisons de santé. Et nous allons poursuivre notre troisième chronique pour avoir un témoignage d'une professionnelle de santé au sein d'une maison de santé. On l'écoute. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire.
Donc bonjour, vous êtes le docteur de Butel-Achat, vous exercez sur la maison de santé de Beaujeu et on vous remercie d'accepter de répondre à nos questions en lien avec les maisons de santé aujourd'hui. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous exercez en maison de santé? Alors moi, il y a 25 ans que je suis médecin généraliste, mais ça fait 11 ans que j'ai rejoint la maison de santé de Beaujeu au moment de son ouverture. D'accord. Et beaucoup de professionnels dans la MSP du coup? Oui, mais alors ça s'est étoffé au fil des années. On est maintenant 23. Pour vous donner une idée, on est maintenant 5 médecins depuis cette année. Il y a 6 infirmières libérales. On a une infirmière azalée aussi. Une infirmière azalée, c'est une infirmière qui travaille avec les patients pour faire de l'éducation thérapeutique et qui les accompagne dans le cadre de leur maladie chronique. Oui. On a une diététicienne, 2 orthophonistes, 2 podologues, un kiné, une sage-femme et 2 psychologues. Et puis on accueille dans nos murs une fois par semaine 2 personnes du SAPA, donc le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. D'accord, ça fait du monde effectivement. Oui, on est une belle équipe. Une belle équipe. Et qu'est-ce que ça vous apporte justement l'exercice en maison de santé dans votre pratique professionnelle en lien avec toutes ces personnes? Alors c'est vraiment incomparable avec la pratique en solitaire que j'ai pu avoir dans les années qui ont précédé. Donc je peux vraiment avoir un élément de comparaison. Ça nous permet déjà de ne pas être seul. Ça a une importance d'autant plus forte qu'on est en milieu rural et que la solitude est plus vive. Et puis, ça nous permet vraiment de nous enrichir de nos compétences respectives. L'avantage du libéral, c'est qu'il n'y a absolument pas de hiérarchie entre nous. On est tous dans une parité avec simplement des compétences qui diffèrent. Et c'est très agréable de savoir comment fonctionnent les autres. Et puis s'appuyer sur leurs compétences et leur demander ce qu'ils attendent de nous et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble au service de nos patients. Puisque bien sûr, l'objectif, c'est d'arriver à la fin à ce que l'exercice coordonné tous ensemble permette d'améliorer la qualité des soins donnés aux patients. Et tout ça n'empêche pas qu'on garde une grande indépendance de travail et une grande liberté dans notre manière de travailler, ce qui est extrêmement confortable pour nous. Il faut aussi ajouter que le fait d'avoir le statut de maison de santé pluriprofessionnelle nous permet de bénéficier de financement par l'ARS. Oui. Et ça, c'est énorme parce que ça nous donne à la fois de la liberté, mais à la fois un confort matériel et logistique pour organiser toutes sortes d'actions au service de nos patients et dans une dynamique qui est pluriprofessionnelle. D'accord. Et du coup, vous avez des projets spécifiques au sein de votre maison de santé et des choses que vous mettez en place? Oui, on a plein de projets, on a même déjà fait plein de choses. On a, dans un premier temps, fait ce qui est obligatoire, enfin, ce qui est le socle commun de toutes les maisons de santé, c'est-à-dire qu'on a établi des protocoles qui nous permettent de travailler de manière assez homogène au sein de la maison de santé. Alors, des choses un peu basiques, purement techniques sur la gestion des médicaments anticoagulants, des plaies, voilà, ce genre de choses. Et on est aussi en train de développer des protocoles pour accompagner l'obésité pédiatrique, les troubles des apprentissages, avec entre autres choses le diagnostic et l'accompagnement des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, les violences faites aux femmes, voilà. Et puis enfin il y en a encore d'autres qui sont en développement. On a aussi pris le temps de se former tous ensemble, individuellement, enfin, ou en petits groupes, en fonction un peu de ce qui nous intéresse. Par exemple, on s'est formé pour certains d'entre nous avec le réseau REPAP, qui est un réseau d'accompagnement de l'obésité pédiatrique. Notre petit groupe s'est formé autour de la question des violences faites aux femmes, voilà, ce genre de choses. Et du coup, tout ça avec les différents regards, pardon, je vous coupe, mais tout ça avec les différents regards, c'est-à-dire, enfin voilà, les orthophonistes, tout le monde a pu se former avec son approche finalement. Alors oui, et puis tout le monde ne se forme pas forcément. En fait, ça dépend un peu de chacun. On a créé des groupes de travail au sein de la maison de santé auquel chacun est libre dans lequel chacun est libre de s'engager ou pas. Et c'est extrêmement riche. Alors, pour vous donner un exemple, puisque moi, c'est le groupe dans lequel je suis le plus engagée, sur la question des violences faites aux femmes. Dans notre groupe, il y a notre infirmière azalée, une psychologue, la sage-femme, et on est 3 médecins engagés. Et on a mis en place beaucoup d'actions, on s'est formés ensemble, on a aussi créé un groupe de parole pour des femmes qui ont été victimes de violences et qui en sont sorties. Ça s'est terminé l'année dernière et on a commencé avec un nouveau groupe de femmes. C'est une expérience qui est extrêmement riche, à la fois pour les patientes,
et à la fois pour nous, parce que c'est très porteur de sens. Et ça nous montre qu'on a raison de s'engager dans ces, comment je vais dire, dans ces orientations-là qui nous sortent complètement de notre activité pratico-pratique individuelle. D'accord. Et du coup, effectivement, pour les patients, ça permet de bénéficier de ces projets-là et d'une prise en charge pluriprofessionnelle finalement. Ah bah oui, ça fait aucun doute. On a par exemple aussi un petit groupe qui travaille sur la santé mentale des jeunes. Et donc, on a fait tout un travail préalable et ensuite on est intervenu au collège de Beaujeu. Et une troupe de théâtre est venue pour faire une séance de théâtre forum qui leur a permis aux jeunes d'assister à des scènes de théâtre portant sur les questions de harcèlement et d'anorexie. Et puis ensuite, j'ai fait intervenir, rejouer la scène avec les comédiens. Et à la fin, ça nous a permis de présenter aux jeunes l'intérêt de se soucier de leur santé et quels étaient les recours possibles entre chacun d'entre nous, c'est-à-dire pas du tout uniquement les médecins, mais aussi la sage-femme, les infirmières, les orthophonistes, pour vraiment leur montrer que les recours sont nombreux et qu'ils peuvent se retourner vers nous. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette intervention et votre éclairage sur votre exercice. Merci beaucoup. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de voir finalement qu'il y avait un socle commun entre toutes les maisons de santé. Elle a très bien retraduit ce que vous avez expliqué préalablement. C'est vrai que la maison de santé de Beaujeu a 10 ans, donc elle a déjà une certaine maturité, une certaine expérience. On voit qu'ils sont très riches en actions. Est-ce qu'on peut dire qu'une maison de santé va aussi s'adapter à son territoire, à son secteur ? Oui, tout à fait. Effectivement, on parle souvent de diagnostic du territoire. Et donc, on va proposer un service qui s'adapte à l'offre de soins déjà qu'on propose, c'est-à-dire les professionnels qui composent la maison de santé, mais aussi la problématique de santé territoriale. On va sûrement pas avoir les mêmes problèmes à Villefranche et encore dans Villefranche, il y a sûrement différentes zones où il n'y aura pas exactement les mêmes problèmes. Donc déjà, dans une même ville, on peut, en fonction des quartiers où la maison de santé est installée, on n'aura pas déjà les mêmes problématiques. Donc, clairement, les services qu'offre la maison de santé vont évoluer en fonction déjà du temps et aussi de l'endroit où se situe cette maison de santé. J'ai une question subsidiaire. Elle est un peu piégeuse, mais vous connaissez entre professionnels des maisons de santé ? Ah, je sens venir le piège. Non, parce que est-ce que... est-ce que vous vous réunissez ? Alors à ce jour, on n'a pas encore forcément de réunion, on va dire, qu'on a mis en place, mais on se sent proche, on va dire, de certaines maisons de santé. Par exemple, on se sent assez proche de la maison de santé de Glaisé-Épinay. Ouais. Pourquoi ? Parce que déjà, on a signé le même jour à la Caisse primaire d'assurance maladie, qu'on connaît ces équipes, qu'on travaille souvent... ensemble, je travaille beaucoup avec la pharmacie de là-bas et l'un des médecins est co-maître de stage avec moi du même interne. Donc on a déjà des interactions comme ceci. Et puis ce sont des collègues, donc on les voit déjà ailleurs. Mais effectivement, et on surveille, on connaît les médecins du secteur et on connaît un peu les équipes et on sait qu'il est en train de se construire plusieurs MSP. Donc je pense qu'à terme, par le biais probablement aussi de la CPTS, on pourra mettre en place... des réunions d'MSP et pouvoir un peu comme ça faire des super réunions de concertation professionnelle. Ce n'est absolument pas piégeux. Qui c'est qui s'est retrouvé dans un piège du coup là ? Alors je suis extrêmement serein. Cette année, la CPTS hors des murs et la première volonté a été effectivement aller vers vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a regroupé tous les coordinateurs de maisons de santé où ils se voient régulièrement, justement pour échanger toutes les actions qu'il peut y avoir entre les maisons de santé. Parce qu'on s'est bien aperçu que, surtout sur un territoire comme le nôtre, on est l'un des territoires les plus grands de France au niveau des CPTS, on voit en tant que CPTS qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, qu'il y a des interactions, et puis parfois que les copains se posent les mêmes questions qu'une maison de santé a pu se poser 2 mois ou 2 ans avant plutôt. Et c'est intéressant. Et là, je crois que
effectivement, c'est bien à la CPTS, donc à la Communauté professionnelle territoriale de santé, de créer cette dynamique-là. En tous les cas, on souhaite la faire chez nous. Marion, est-ce que je vous sens dubitative? Ah non, pas du tout, au Ah bon. contraire. Déjà, je réfléchissais au diagnostic. C'est vrai que, alors, il y a les chiffres, il y a Raizone, qui est un outil avec les chiffres de la CPAM qui permettent de faire ce diagnostic de territoire. Mais le diagnostic qui est fait par les professionnels de santé, il est tout aussi important, voire encore plus intéressant, parce que, l'air de rien, sur quoi ils vont travailler après, c'est sur les problématiques qui se posent à eux au quotidien et dans leur prise en charge face à leurs patients. Pour quel type de pathologie ils ont du mal à trouver des soutiens, ils ont du mal à trouver d'autres soins qui sont nécessaires pour leurs patients. Et en fait, c'est en échangeant là-dessus et en s'interrogeant là-dessus qu'ils vont justement aller vers tel ou tel protocole, telle ou telle mission de santé publique et tel ou tel projet. Donc le diagnostic, il est très important, et celui qui est fait par les professionnels de santé qui connaissent leur territoire, qui connaissent leurs patients, il est encore plus important. Et effectivement, la collaboration entre maisons de santé pluripro, alors pour le coup, c'est un peu l'essence même de la FEDE, hein. C'est pour ça que la FEMASORA a été créée à la base. C'est pour aider les professionnels de santé qui se montent dans ces projets à s'inspirer des projets des uns et des autres, faire du partage d'expériences. Donc, assurément, partager les expériences, les projets, et essayer de s'inspirer des uns et des autres et pas réinventer la poudre à chaque fois, parce que l'air de rien, c'est du temps. Donc, autant économiser du temps et adapter un petit peu ce que les autres ont fait sur sa patientèle et son territoire. Et donc, est-ce que vous avez par exemple accès aussi à des protocoles qui ont été faits dans d'autres maisons de santé où chacun garde son... Alors, on se prête parfois nos protocoles pour voir un petit peu comment on évolue, et puis, comment évoluer sur nos propres protocoles ou comment les mettre en place. Et la FEMAS met en place pas mal d'outils sur son site internet. Donc, adhérer à la FEMAS, ça permet aussi d'avoir accès à tous ces services. Donc, on le fait volontiers pour cela. On essaie, hein. Il y a effectivement, après, ça reste des personnes qui parfois considèrent qu'elles passent beaucoup de temps à travailler sur certains protocoles et qui auront du coup un petit peu de mal à les transmettre, mais qui finissent globalement en général par se rendre compte que quand en fait on leur a aussi donné accès à des protocoles, à des informations, et qui du coup lâcheront un petit peu plus volontiers leur travail après. Mais c'est vrai que c'est vraiment un état d'esprit, et voilà, il y en a qui sont dedans, il y en a un petit peu moins, mais ils finissent par partager un peu plus. L'idée, c'est surtout en fait de lancer de comprendre, en fait, d'avoir un modèle initial. Parce que ce qui se passe, c'est que au début, on dit qu'il faut faire un protocole, mais quelque part, c'est un petit peu obscur. Donc nous, professionnels de santé, on n'est quand même pas habitués à cet exercice. Donc avoir juste un modèle, de voir comment est fait le protocole, c'est pas tant pour copier ligne pour ligne, parce que de toute façon, on peut pas le faire. On n'est pas la même équipe, on n'a pas la même composition, donc on va chacun chercher un peu à adapter, à faire sa sauce. Mais voilà, nous, on est très jeunes. Très clairement, on a fait plein de protocoles parce qu'on est parti tout feu tout flamme, on faut en faire. Mais on s'est dit, sur les prochains protocoles, on va en faire plein, en fait, parce qu'on trouve qu'on a fait des protocoles qui n'étaient pas forcément ceux qui nous correspondaient le plus. Voilà, on a été très dans le mouvement, on va dire, pas simple, mais on a fait ce qui était plus fluide et plus rapide à mettre en place. Et là, maintenant, on va s'atteler à faire des choses qui nous correspondent mieux, mais... moi, en tout cas, je pars du principe que tous ces protocoles-là, on les laissera en libre distribution. Et puis avec votre richesse d'expérience, acquis des derniers protocoles effectués. Tout à fait. J'imagine que voilà, il y a une complexité qui se met en place que vous n'auriez pas pu faire au départ. Exactement. Et puis, l'air de rien, les protocoles, ils sortent pas de nulle part, hein. Les professionnels se renseignent sur les recommandations qui sont faites par la Haute Autorité de Santé sur la façon de prendre en charge une pathologie. Les dernières recommandations qui ont été faites, il y a des nouvelles études qui sont sorties. Donc, se basent de toute façon sur des données scientifiques. Et donc, ne réinvente pas la poudre. Et donc, tout ça, en l'occurrence, c'est du travail que les autres ont fait. Alors, c'est toujours bien aussi de se renseigner par soi-même, hein. On en parle aujourd'hui de l'information qui est importante. Mais en tout cas, ça permet de prémâcher un petit peu le travail pour les suivants. Merci. Santé Beaujolais-Dombes.
Dernière chronique de notre temps d'émission Santé Beaujolais-Dôme pour aujourd'hui. Nous sommes toujours sur les maisons de santé et on va aborder les limites et les défis. Qui veut prendre la parole ? Pas tous en même temps. Alors, je pars plus sur les défis. Eh bien, allez, les si défis. vous permettez. Oui, oui, oui. Je dirais que le premier défi, c'est peut-être d'aller, de vraiment plébisciter le vrai travail pluripro. Puisque c'est souvent un mot qui est coupé, parce qu'on parle de maison de santé, on oublie le terme pluriprofessionnel, et c'est vraiment cette pluriprofessionnalité qui fait la richesse de l'équipe, donc il ne faut pas l'oublier. Je dirais que surtout les maisons de santé sont des terres d'innovation et que ça foisonne. On a quand même énormément de jeunes professionnels qui ont envie de révolutionner leur façon de travailler et qu'il ne faut surtout pas les mettre de côté et qu'il faut les valoriser, les encourager. On a énormément de nouvelles façons de travailler qui émergent de ces structures. On a des nouvelles formes d'organisation et de rémunération qui en émergent aussi. Et il y a un énorme enjeu, pour le coup, de soutien des pouvoirs publics sur toutes ces innovations. Les pouvoirs publics qui, pour le coup, jusqu'à présent, soutiennent pas mal toutes ces innovations. Mais on peut encore aller un petit peu plus loin. On parlait tout à l'heure des infirmières azalées. Alors, elles existent aussi en dehors des maisons de santé, mais elles sont très présentes dans les maisons de santé. Elles apportent vraiment quelque chose en plus. En termes de rémunération, il y a un gros enjeu sur le fait de sortir du tout à l'acte, puisque la rémunération à l'acte contraint un petit peu les professionnels dans le soin. Et la rémunération donc, qui est proposée aux maisons de santé leur permet de sortir un petit peu de ce paiement à l'acte et d'aller proposer des projets de prévention, des ateliers de groupe pour leurs patients, alors évidemment des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont possibles. Il y a des rémunérations forfaitaires, donc des équipes qui touchent une enveloppe globale, qu'ils se répartissent comme ils veulent. Donc ça valorise. Alors c'est beaucoup binôme médecin-infirmier aujourd'hui. Donc ça s'appelle PEPS et IPEP. On est sur du paiement à la performance. Et vraiment, voilà, il y a plein de nouvelles façons de faire qui sont testées dans ces maisons de santé et qui répondent, je pense, à certaines attentes. Pas à toutes, mais voilà, il y a une foultitude de choses possibles dans les maisons de santé. Et puis peut-être le dernier gros défi pour nous, ce serait la recherche. Il y a aussi énormément de professionnels de santé qui ont envie de se lancer dans des programmes de recherche. Aujourd'hui, la recherche en soins primaires, elle est à 95% à l'hôpital, donc ce qui est quand même assez surréaliste. Et il y a beaucoup de pros qui aimeraient bien se lancer là-dedans. Donc c'est peut-être aussi le deuxième défi. Donc à la Fédé, on essaye aussi de promouvoir un peu ces programmes de recherche, de faire un peu différemment. Et côté médecin Je rejoins tout à fait Marion sur les défis qu'elle vient mettre en place. Je vais peut-être m'axer rapidement sur les limites, mais j'aime pas forcément parler sur ce biais-là parce que c'est un peu négatif sur les MSP, mais ça veut aussi dire que les maisons de santé, c'est pas non plus la solution à tous les problèmes. Déjà, c'est pas parce qu'on est plusieurs médecins dans une maison de santé qu'on va pouvoir accueillir encore plus de patients. Alors peut-être un petit peu plus, mais clairement, c'est pas l'installation à MSP qui permet d'augmenter la capacité d'accueil par professionnel. On travaille ensemble, on travaille mieux ensemble, mais on ne peut pas non plus démultiplier notre activité. Donc c'est pas de là d'où va venir la solution. Par contre, ça permet d'attirer de nouveaux professionnels qui, eux, auront des capacités d'accueil, car ce seront des nouveaux professionnels qui feront de la création de patientèle. Et c'est là où va venir la solution. Mais voilà, on entend parfois certains pouvoirs publics dire, en MSP, on peut accueillir plus de patients. Non, c'est pas forcément... Il faut pour ça accueillir plus de professionnels. C'est ça. Mais parfois, les locaux ne suivent pas, non ? Exactement. Il y a cette problématique-là, c'est que il faut avoir des locaux pour recevoir des professionnels. Initialement, c'est pas toujours simple. Ça retombe parfois sur... il y a certaines communes qui créent des projets, mais il y a beaucoup de projets qui sont privés. Certains qui sont sur le dos des professionnels de santé, qui n'ont pas forcément les épaules assez larges pour faire des projets surdimensionnés, et donc qui vont créer juste le dimensionnement nécessaire pour l'équipe, avec une certaine forme de limite pour
des augmentations de surface. Nous, par exemple, si j'avais pu faire un bâtiment, j'aurais pu remplir un bâtiment, mais on n'a pas pu faire cela. En même temps, quand on est nombreux, il faut aussi arriver à décider ensemble, et ça, c'est aussi une limite. Déjà, là, on est 13. Organiser une réunion à 13 personnes, c'est déjà un défi. Il faut s'y prendre 3 mois à l'avance. Voilà, on essaie d'organiser, mais voilà, donc il y a ça. Les autres limites, c'est que il faut éviter aussi de vouloir toujours se monocentrer sur la maison de santé. C'est-à-dire que quand on a un professionnel, il faut orienter vers un professionnel, forcément le professionnel de la maison de santé. Donc il faut faire attention à ça, ce qu'on appelle le compérage. Donc pas forcément, même si on travaille très bien avec le kinésithérapeute, par exemple, de la maison de santé, le patient a quand même le choix d'aller là où il veut. Donc il y a quand même une liberté pour le patient. Oui, alors juste 2 petites secondes pour expliquer ce qu'est le compérage. C'est le médecin n'a pas le droit de dire allez voir cette infirmière ou allez dans cette pharmacie. La pharmacie n'a pas le droit de dire allez voir ce kiné. Voilà. Chacun est libre de prendre les professionnels de santé qui lui correspondent. C'est ça. Donc c'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'on oblige les patients à aller voir. C'est vrai que d'ailleurs c'est intéressant parce que quand on s'est installé comme ça, donc ça fait 1 an, on a quand même eu des patients qui nous disaient mais donc je suis obligé d'aller voir tel professionnel. Je dis non, pas du tout, je vous fais l'ordonnance, vous pouvez aller voir n'importe quel autre professionnel. Donc c'est vrai que c'est pas forcément aussi naturel que ça pour les patients, et ils conservent tout à fait leur pouvoir de décision, ils peuvent aller là où ils veulent. Voilà. Donc voilà, la maison de santé c'est un super modèle. Et il y a des limites, mais il y a surtout beaucoup de défis. Et on peut vraiment offrir de plus en plus de choses aux patients. Et pour la médecine de tous les jours, on parlait tout à l'heure de l'enseignement, et la recherche, ça fait partie des axes qui sont super intéressants à mener à l'avenir. Et comme tu disais, c'est pas la solution miracle. Il y a aussi pas mal d'élus, l'air de rien. Les élus sont en première ligne quand dans un village il y a plus de médecins. C'est eux qu'on va voir. C'est le maire du village. Et donc certains élus pensent que en construisant une maison de santé, ils vont évidemment attirer des médecins, des professionnels de santé, des murs, en construisant un bâtiment. Ouais. Sauf que, comme le dit très bien Guillaume, c'est pas du tout. C'est pas ça qui va attirer une équipe. Une équipe, elle est là d'abord, et ensuite, elle se cherche éventuellement un bâtiment en plus qui va lui ressembler, parce que suivant si elle accueille des internes, d'autres stagiaires, un kiné aura besoin d'une surface complètement différente d'un médecin, d'une infirmière, et si on accueille une azalée, il faut y penser, il faut prévoir des salles de réunion, des espaces de partage et d'accueil. Et en fait, donc créer hors sol un bâtiment ne voudra pas dire que derrière on va attirer des nouveaux professionnels. Il faut que ce soit adapté aux professionnels qui pourront venir dans ce bâtiment-là, quoi. Alors déjà, en fait, il faut déjà avoir une équipe qui s'entend, qui a envie de travailler ensemble dans les mêmes locaux. Et puis, effectivement, alors c'est toujours l'enjeu majeur, c'est pas prévoir trop petit parce qu'on pousse vite les murs, et pas prévoir trop grand parce que sinon on croule sous des charges qu'on ne peut pas assumer, donc c'est très compliqué. Et puis je crois qu'il faut aussi avoir la même lecture tous, le même paradigme, les mêmes valeurs. Voilà. Et ça, je crois que c'est le frein, certainement, d'une maison de santé. C'est comme un couple. Parfois, dans un couple, on apprend à se connaître en étant ensemble, et puis ça ne marche pas. Et puis, c'est parfait. Tu me permets de rebondir sur un accompagnement qu'on propose depuis pas très longtemps à la fédération, qui s'appelle la coordination de démarrage. Et donc, c'est 5 ateliers qui sont proposés aux professionnels de santé. C'est financé par l'Agence régionale de santé. Et en fait, dans ces 5 ateliers, le tout premier, pendant 3 heures, on réunit les professionnels de santé pour parler de leurs valeurs. Pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Quel projet les rassemble ? Et puis après, on va parler de leur projet de santé, donc qui est le document qui va permettre de labelliser l'équipe. Mais donc concrètement, c'est sur quel projet ils vont travailler ensemble. On fait le diagnostic du territoire. Et puis on parlera aussi des socles qu'on a mentionnés tout à l'heure, le système d'information, la coordination, et puis un petit peu le b.a.-ba juridique, parce que l'air de rien, on a des professionnels de santé, pas forcément des chefs d'entreprise, sauf que pour toucher l'argent de l'assurance maladie, ils vont devoir se constituer en une
une société bien spécifique, c'est de l'argent public, donc on ne peut pas en faire ce qu'on veut, même s'il est pas vraiment fléché, on ne peut pas le dépenser n'importe comment. Et donc, il faut s'armer un petit peu pour être un petit peu au courant de tout ça. Et donc, ce programme nous permet d'accompagner un peu les équipes vers justement une vraie coordination et un vrai travail pluripro. Merci. Ça donne envie. Ça donne envie. Merci à nos auditeurs de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et on espère que maintenant vous y voyez plus clair quand vous irez dans une maison de santé. Docteur, un grand merci pour votre venue dans les studios de Radio Calade. Marion, un grand merci pour ce moment d'échange. Vous avez pu donner une analyse plus fine avec un regard multidépartemental, parce que c'est vrai que vous intervenez aussi sur plusieurs départements, donc vous avez une richesse d'expérience qui est intéressante. Marie, Alexandra, Amaury, qu'est-ce qu'on se dit? Rendez-vous même heure, même endroit? Dans un mois. Dans un mois. Je ne pose surtout pas la question. On ne demande jamais. Voilà. Bon, l'idée est en cours. Surprise. Ouais. Donc ce sera la surprise. À vous tous. Excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais-Dombes. Calade.